OK. Bon après-midi, nous sommes de retour. Nous allons reprendre avec la session du jour. C'est la deuxième partie qui vient de commencer. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, on va commencer d'abord à répondre à une question. Et la question vient de M. Jean-Michel Anani, qui aimerait avoir un éclaircissement sur les facteurs climat au comportement des éléments chimiques lors de l'altération, par exemple, de la silice. Monsieur Yann, vous avez la parole. Ouais, ok, merci beaucoup. En fait, comme on est en train de dire, le climat est un facteur important. D'ailleurs, même les méthodes d'échantillonnage vont différer lorsqu'on sera, par exemple, dans un climat aride près dans l'Afrique de l'Ouest ou lorsqu'on sera dans un climat humide. Dans un climat aride, par exemple, on aura une altération physique qui sera plus élevée par rapport à une altération chimique, d'où la mobilité, il y aura moins d'attaque de la silice et la mobilité de la silice ou du silicium sera faible, tandis que dans un climat humide, la mobilité du silicium sera élevée parce que l'altération chimique sera plus élevée, plus intense à cause de la pluie, à cause de l'eau qui va favoriser mais également aussi le relief va intervenir parce qu'au-dessus, par exemple, des collines où l'infiltration sera plus élevée, nous aurons un régime régolithique qui va différer. Par exemple, si nous sommes près de pentes où le ruissellement sera élevé et l'altération chimique sera moindre. Donc voilà, tous ces aspects sont interconnectés, quoi. OK, merci, M. Yann. Et c'est la deuxième partie. Pour ceux qui ont des questions concernant la première partie, ils peuvent les envoyer, ils peuvent les poser dans le chat. On va essayer de les répondre. Ou peut-être à la fin, quand on va autoriser à tout le monde de poser des questions. Pour le moment, on doit suivre le programme pour ne pas être en retard. Alors, la deuxième partie vient de commencer. Il y a 4 points inscrits à l'ordre du jour. Nous allons commencer par les méthodes d'échantillonnage et puis il y aura la partie réservée aux méthodes analytiques en laboratoire et il y aura une partie consacrée à l'introduction au Kiakisi et puis à la notion de Kiakisi et puis il y aura aussi une introduction sur la notion de base de données. Alors, on va continuer. Monsieur Yann, vous êtes avec moi. On va commencer par les méthodes d'échantillonnage. Comment on procède à l'échantillonnage de ces sols. OK, merci. Ceci est pratiquement dans la continuité de ce qu'on avait commencé. Alors, quelles sont les bonnes méthodes pour échantillonner? Parce qu'il faut avoir les considérations du rigolite. Mais par après, quelles sont les bonnes méthodes? Alors, avant de commencer à planifier une campagne de géochimie de sol, il y a des préalables, des questions au préalable qu'il faut se poser, parmi lesquelles à quel niveau d'exploration vous êtes? Quel est le travail que vous voulez faire? Quel serait le but du lever que vous voulez faire? Est-ce que c'est en reconnaissance? C'est confirmer les travaux existants ou pratiquement faire une réévaluation de votre cible, c'est-à-dire une dernière chance pratiquement. Quelle est la fraction de sol allez-vous recueillir? Ça intervient aussi ça a été également posé. Quelle est la fraction de sol? Comment allez-vous le faire? Quel est l'espacement d'échantillonnage? Quelle sera la densité? Quelle sera la profondeur d'échantillonnage? Comment allez-vous analyser les échantillons? Ce sont des questions pratiquement qui résument tout ce qu'il faut. Alors, ce sont des questions clés qui vont orienter votre travail. Et ces questions doivent être répondues. Comment allez-vous le répondre? Il n'y a qu'une seule méthode, c'est faire ce qu'on appelle l'étude d'orientation. Alors, c'est un préalable pour pouvoir commencer une campagne. Une étude d'orientation, comme on va
comme on va le démontrer ici, une étude d'orientation, elle permet, en fait, c'est une étude pilote qui va permettre de répondre à ces différentes questions. Comment allez-vous échantillonner? Quelle profondeur allez-vous prendre? Quelle serait l'analyse adéquate? Ainsi de suite. D'où, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de couvrir une zone. Ça dépendra de comment on va le faire, soit de manière large ou de manière spécifique. Et on va échantillonner à différentes profondeurs. C'est-à-dire, par exemple, ici, ça, c'est un exemple d'une étude d'orientation qui a été faite au Ghana, dans un climat humide, où on a pris des fractions d'échantillons de 10 à 20 cm et on a pris de 20 à 40 cm. C'était pour comparer les deux en utilisant le fire assay, c'est-à-dire la méthode d'absorption comme analyse. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Que les profondeurs qui sont de 10 à 20 avaient une courbe plus ou moins normale et que nous n'avions pas des zones qui sortaient de la zone anomalique. On n'avait pas des pics de résultats. Tandis que ici, dans la zone qui va de 20 à 40 cm, on a remarqué qu'on avait des pics en termes de résultats. Et cela résultait du fait que plus, comme on était en train de dire, ça dépend de votre rigolite et le rigolite également dépend du degré de dispersion, c'est-à-dire du degré d'altération de la roche. Plus la dispersion elle est faible, vous avez la capacité d'avoir de pics en termes de résultats, par exemple de pics en termes de l'or, parce que l'or, il n'a pas été totalement il n'a pas été largement dispersé. Ça, c'est pour le cas de l'or. Et ça peut intervenir également pour d'autres éléments. Tandis que si vous êtes dans une zone plus dispersée, vous aurez une courbe qui sera plus ou moins normale. Et ça leur a permis de savoir exactement à quelle profondeur, lorsqu'ils allaient faire leur grande campagne de sol, à quelle profondeur ils allaient échantillonner. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont fait leur procédure d'échantillonnage, ils ont dit que nous devons échantillonner entre 10 à 20 cm et ne pas aller au-delà de 20 cm parce qu'au-delà de 20 cm, nos résultats seront biaisés. Il y aura ces anomalies pics ici qui biaisent les résultats. C'est de la même façon, ils ont fait une étude similaire aussi avec quel type d'analyse était favorable parce qu'il faut savoir aussi lorsque nous sommes en train de planifier une campagne de géochimie de sol, nous avons l'aspect coût qui intervient, l'aspect logistique et l'aspect opportunité. En tant que géologue, il faut mettre tous ces aspects ensemble pour pouvoir prendre des bonnes décisions parce que nous tous, nous avons l'objectif de trouver des gisements tout en dépensant moins, mais en faisant du bon travail avec de la qualité. D'où ils ont essayé ils ont testé avec 4 analyses différentes. Ici, c'est le Aquaregia. Le Aquaregia, pratiquement, c'est l'or égal. Ici, c'est le fire assay, c'est-à-dire absorption atomique par flamme. Ici, c'est le Blake. Alors, lorsqu'ils ont fait avec ces 4 méthodes, ils ont remarqué que ce soit le Aquaregia ou le fire assay, il n'y avait pas assez de différence en termes de courbe. Ce qui veut dire que les 2 méthodes donnaient pratiquement les mêmes résultats dans la région. Alors que le fire assay, c'est une méthode qui est plus coûteuse et une méthode qui prend beaucoup plus de temps. Elle est plus coûteuse parce qu'elle permet d'avoir des résultats à des détections limites faibles, tandis que le Aquaregia, il est plus fast, c'est-à-dire on peut l'exécuter plus rapidement et il est moins coûteux. Donc, si vous êtes par exemple sur un terrain, celui qui aurait eu à faire un échantillonnage et une planification des analyses sans pour autant faire l'étude d'orientation, il aurait peut-être eu à choisir le fire assay parce que peut-être on le fait partout ou parce qu'il a eu à le faire dans d'autres terrains et il aurait fait dépenser à l'entreprise plus d'argent
alors que s'il faisait le aquarelle, déjà, il n'aurait pas assez de pensée. Donc, c'est pratiquement l'objectif d'une étude d'orientation, c'est de permettre de savoir quelle profondeur est optimale pour pouvoir avoir une bonne dispersion, quelle est l'analyse qui est optimale pour avoir une bonne détection de l'anomalie, quel est l'espacement qui est optimal, parce qu'en ce moment, l'espacement également dépendra aussi de votre terrain et autres. Ici, c'est la réponse pratiquement aussi à une des questions que nous avons eu à recevoir. Regardez par exemple ici, ça nous permet de voir comment est-ce que la dispersion peut être dans une zone. Ici, nous sommes pratiquement proches de la roche. Alors, de plus en plus, nous nous rapprochons de la roche, de plus en plus, la dispersion, elle devient faible. De plus en plus, nous éloignons et nous entrons dans l'horizon du sol pisolithique. La dispersion, si vous voyez en termes de teneur, la dispersion, elle devient grande. Et de plus en plus, nous éloignons de cette zone, la dispersion, elle redevient de plus en plus faible. Donc, c'est important de pouvoir avoir la profondeur optimale dans laquelle votre dispersion vous permet. Parce que le sol en soi, c'est ce que l'échantillonnage géochimique de sol, c'est ce qu'il mesure. Il mesure la dispersion dans le sol. Mais à quelle profondeur la dispersion est optimale? La dispersion dépend de chaque terrain, dépend du rigolite et dépend de l'élément que vous êtes en train de rechercher et de la taille de grain. Est-ce qu'il faut tamiser par après? Et tous ces aspects entrent en jeu. D'où, ici, c'est pratiquement un petit résumé qui vous permet de savoir, lorsque je suis en train de faire une planification, comment est-ce que je vais commencer après planification, échantillonnage. Il y aura la partie qui est ici, qui sera présentée par les autres collègues, qui vont mieux vous expliciter. Moi j'interviens pratiquement sur cette zone ici, comment échantillonner. Et par après, quelle est l'analyse appropriée? Parce qu'il existe plusieurs analyses et chaque analyse a une certaine spécificité. Par exemple, si vous voulez avoir des détections limites plus faibles, il faut faire des digestions acides. Or, des digestions acides, il y en a également de plusieurs sortes. Il y en a avec 2 acides, avec 3 acides, voire avec 4 acides, où on va mélanger 4 acides pour à chaque fois, à chaque étape, dissoudre les minéraux et libérer les éléments dans une solution liquide pour par après le faire passer dans un analyseur comme un ICP-MS pour pouvoir avoir la quantification des éléments. Mais ces méthodes également ont des inconvénients parce que, par exemple, dans la digestion des acides, il y aura le silicium qui va s'échapper en gaz, d'où cette méthode ne mesure pas la quantité en silice en silicium dans l'échantillon. Il y aura le fire assay qui se comportera différemment. Donc, il est très important. La plupart d'entre nous, parfois, nous prenons juste les échantillons et nous envoyons dans un laboratoire et nous recevons les résultats et nous commençons à interpréter. Il est très important pour le géologue qui planifie de savoir quelle méthode à utiliser. Et ça, l'étude d'orientation vraiment te permet de pouvoir établir tous ces aspects. Est-ce que je vais l'analyser par une méthode destructive, non destructive? Non destructive, par exemple, avec le XRF. Et par après, on va faire impliquer également les qui est ici, la partie qui est ici, et avant de commencer à analyser et interpréter les résultats. Monsieur Yann, Alors, il y a une question avant que vous ne continuiez. ouais. Alors, je demande à Monsieur Patrick Sayo de pouvoir unmute son micro et puis poser sa question. Monsieur Patrick Sayo. Vous pouvez l'unmute. C'est ce que je fais. Ouais.
Monsieur Patrick? Oui, oui, vous m'entendez? Ouais. Oui. Non, excusez-moi, c'était une mauvaise manipulation. Ah, ok, d'accord. Une mauvaise manipulation. Ok, d'accord. On va continuer. OK. Alors, parmi les erreurs de planification, 80% de la qualité des échantillons dépendent de tous ces aspects, la numérotation, la localisation. Certaines personnes font généralement l'erreur, ce qu'on appelle le problème de zone avec les UTM. Les UTM, c'est une part de la référence, la géoréférence, qui fait en sorte qu'elle est subdivisée en zones. Elle est plus pratique dans des zones à petite échelle, mais lorsque nous allons proche des deux zones, généralement, lorsque nous allons commencer à prendre les échantillons, on garde parfois la même zone sans savoir est-ce que nous avons dépassé l'autre zone ou pas. D'où ce qui fait en sorte que si vous gardez la même zone, par exemple ici 53, tous vos échantillons seront déplacés si vous utilisez le système UTM. Donc, il est très important d'avoir ces aspects lorsque vous êtes en train de faire votre cartographie. Donc, ça, c'est l'aspect vraiment qui est ici, qui sera largement expliqué. Comme je le disais, problème de profondeur. Généralement, on a tendance à vouloir que le sol puisse être plus proche de la roche. Comme ce monsieur ici qui avant d'échantillonner, en fait, c'était un technicien qu'on a donné la tâche d'échantillonner le sol. Alors, on n'a pas compris pourquoi il traînait. Lorsque le géologue est arrivé sur le terrain, il a vu qu'il faisait pratiquement des, des puits pour pouvoir prendre son échantillon de sol, ce qui est une mauvaise pratique parce que plus l'échantillon se rapproche de la saprolite ou de la roche fraîche, plus l'échantillon présentera moins de dispersion. Elle mesurera une faible dispersion. Et plus elle est proche de la surface, plus l'échantillon également aura une dispersion qui peut être anthropique. Donc, il faut dépasser une petite partie de la surface, c'est-à-dire l'humus, dépasser un peu la bioturbation et pouvoir prendre calmement son échantillon de sol. Très important en termes de profondeur. Donc, comme conclusion sur cette partie des méthodes d'échantillonnage, il est important de ne pas échantillonner dans les zones perturbées. Par exemple, dans les villages ou les routes ou dans les champs des mamans, il ne faut pas échantillonner là-bas. Il faut avoir des méthodes adéquates et également faire une étude d'orientation pour pouvoir avoir un échantillonnage optimal. Alors, on va passer. Oui, il y a Jojo qui voudrait intervenir. Je crois que c'est dans la première partie. Il voudrait dire quelque chose, un commentaire ou une question. Jojo? Yep, je suis là, Trézène. Ouais, tu voulais intervenir, on t'écoute. Ah oui, je voulais juste que Yann puisse apporter juste une précision, parce qu'on est en train de parler des dispersions. Je crois qu'on est en train de prendre ça de manière un peu globale, parce qu'on est en train de faire allusion à un domaine des rigolifs. Je pense que c'est important de préciser qu'on est en train de parler d'une dispersion secondaire qui implique d'office une appellation chimique ou physique peut-être d'un store minéral. Parce que tantôt, tu parlais d'une étude d'orientation. Je crois que si on doit faire allusion à ce que tu as soulevé comme intensité de dispersion, alors c'est très important de savoir est-ce que l'intensité de cette dispersion, elle est faible parce qu'il s'agit d'une dispersion secondaire ou alors c'est une intensité qui est faible, qui est relative à une dispersion primaire. Je pense qu'on doit évoluer peut-être avec des termes petits pour ne pas nous éviter aussi des confusions, qu'on sache de quoi on est en train de parler exactement. Donc, OK.
Ouais, c'est-à-dire que ici, comme nous sommes dans la thématique de sol, donc lorsqu'on parlera de dispersion, elle sera essentiellement de manière secondaire, c'est-à-dire liée au rigolite, au processus de rigolite ou de formation de rigolite. Ouais. Peut-être il faudrait garder à l'esprit qu'à chaque fois qu'on abordera l'aspect dispersion, elle sera liée au processus de rigolite simplement. Alors, OK. Je crois que c'est la deuxième partie déjà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans le chat. Il n'y a pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont soulevé la main ou qui veulent prendre la parole pour poser des questions sur la première partie concernant les méthodes d'échantillonnage. Merci. On va continuer. OK. Ici, c'est quelques références des différents ouvrages qui peuvent vous aider à mieux comprendre les méthodes analytiques dans l'exploration géochimique. Il y a une question. Oui. Victor Abaïna. Monsieur Victor Abaïna. Oui, je voulais juste te demander. Ouais. Ouais. Je voulais. Vous m'écoutez? Allez-y. Oui. Je voulais demander par rapport à ce qu'on a dit que quand il s'agit par exemple d'une région perturbée comme la route ou bien le champ, alors pour des cas comme ça, moi je pense que ça serait aussi mieux qu'on puisse prendre toujours l'échantillon. Alors, c'est mieux de préciser plutôt dans la rubrique commentaire, par exemple, que cet échantillon a été pris dans un environnement comme ça. Il se peut que vous planifiez, par exemple, votre échantillon, puis vous trouvez qu'il y a un grand champ qui se trouve dans cet endroit. Alors, si vous ne prenez pas seulement les échantillons dans ces endroits-là, je ne sais pas, peut-être dans votre interprétation aussi, vous pourriez manquer aussi de certaines données. C'était un peu ça. Oui. En fait, en soi, c'est là parfois, il existe une certaine tendance des géochimistes parfois qui pencheraient dans ce sens-là, mais en soi, vous savez que chaque échantillon, en termes dans l'exploration, a un coût dans l'échantillonnage, dans la préparation, mais également aussi dans l'analyse. Un échantillon qui ne vous servira pratiquement à rien parce que la maman a eu à faire le raclage, je pense, comme ça qu'on appelle, dans son champ, et que vous venez, il a eu à apporter d'autres matériaux et que vous échantillonnez là-bas. C'est un peu comme si vous étiez en train d'échantillonner une roche qui a été déplacée, une roche bien sûr, qu'on a eu à prendre et déplacer à 5-6 km et que vous venez l'échantillonner parce qu'il fallait l'échantillonner. Cela n'aura pas trop d'importance en termes trop de pertinence lorsque vous allez interpréter vos données, quoi. Et ça risque même de biaiser les personnes qui viendront juste après. Si dans votre database, vous n'avez pas pris le soin de faire introduire l'aspect que ceci a été échantillonné dans un champ. Donc, vous voyez, c'est tous ces aspects-là, raison pour laquelle on parlera par après de la base des données, c'est tous ces aspects qui entrent en jeu. D'où, pour éliminer une grande partie de ces erreurs, on recommande généralement de ne carrément pas échantillonner dans les villages, dans les zones de champs. C'est ce qui est recommandé dans la plupart des cas. Mais ça dépend de comment vous évoluez également aussi. Ouais. Et cela affectera. Pourquoi? Parce que votre échantillon,
lorsque vous allez faire vos analyses, vous allez le mettre dans un lot. Et si vous faites entrer une dispersion anthropique, lorsque vous allez faire également le QA/QC de vos échantillons, vous risquez d'avoir des pics qui vont déranger votre QA/QC, comme je pense que ça sera mieux expliqué. Donc, tout ce processus est vraiment interconnecté et l'un affecte toujours l'autre. Donc, il faut être optimal à chaque étape. Alors, par exemple... OK. Je crois qu'il y a quelques questions. Il y a des commentaires aussi. Je ne sais pas si on pourrait répondre à ça. Il y a un commentaire de Didier. Didier, vous avez la parole. Allez-y. Allez-y. Oui, ma connexion n'est pas bonne, mais je voulais juste revenir à la préoccupation des Abaïna. Justement, c'est à cause de ça, il sera important de faire une cartographie des terrains en additionnel avec les interprétations des images satellites ou encore les données géophysiques. Et il faudrait qu'il y ait une descente de terrain qui sera couplée avec toutes les observations que nous avions faites avant, utilisant les remote sensing et autres données disponibles. À ce moment-là, on verra, on identifiera même les activités qui sont organisées dans le terrain. Peut-être il y a un crachat ou il y a des activités, des collusions, des tailings, voilà. Tout ça doit être en principe identifié. Ça pourra aider à l'élaboration de notre programme. Aussi, j'aimerais aussi répondre un peu à Esther dans le même sens. Je ne sais pas si j'avais bien compris sa question. C'était, bon, finalement, on n'a pas de données géophysiques. Bon, maintenant, on se retrouve sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yann a insisté sur ça en disant que non, il y a aujourd'hui quand même disponible de certaines données, des remote sensing qui peuvent être exploitées. Mais aussi, il faudrait que les géologues s'habituent un peu à la cartographie de certains profils régolithiques sur le terrain. Parce que quand Yann parle, par exemple, d'un sol dépositionnel sur la colline, il faut que maintenant, les géologues soient peut-être que le signal géophysique n'a pas pu capter cette réalité, mais les géologues faisant son terrain ou bien échantillonnant peuvent facilement se rendre compte qu'il a des galets arrondis sur une colline et il essaie de le voir si ça se répand ou bien il a des crastes sur la colline, mais qui contient des quartz veines, pas des quartz plutôt, des fragments de quartz arrondis qui présagent un transport quelconque. Voilà, ce sont ces genres de détails qui pourront, n'est-ce pas, aider les géologues à qualifier, n'est-ce pas, sa zone. Sauf que faire seulement la cartographie, ça prend beaucoup de temps. Vous imaginez si vous avez, par exemple, 5 km sur 2 à échantillonner, si vous devez la couvrir, et donc ça pourra vous prendre beaucoup de temps. Et la géologie d'exploration, c'est aussi de l'argent et c'est le temps. Et plus vous allez perdre le temps, donc il y aura beaucoup de moyens qui seront mis en jeu. C'est pourquoi on essaye de... Au finish aussi, comme vous ne serez pas à mesure de couvrir toute la zone, vous aurez à peu près 50% de fiabilité. Mais si vous mettez toutes ces méthodes-là, comme Yann le dit, vous les couplez, ça peut vous donner. Mais c'est important que le géologue ou bien l'équipe qui fait le sampling soit à mesure d'identifier ou bien encore de décrire un profil régolithique. Voilà. Par exemple, pour un sol résiduel, on peut donner quelques caractéristiques. Ouais, c'est un sol qui est assez bien développé, plus ou moins bien développé, où généralement il y a une zone transitionnelle. C'est comme l'image qu'il nous a montré. Yann nous a montré là où il y avait un gisement qui a donné moins de 3 millions. Si vous voyez ces profils-là, Yann, je ne sais pas si vous pouvez mettre ça.
Si vous voyez ces profils-là, c'est un profil typique d'un sol résiduel où vous avez au-dessus un très bon développement de sol. Et finalement, quand vous allez vers la saprolite, vous avez une zone transitionnelle et qui a des reliques, n'est-ce pas, de la roche sous-jacente, si elle peut encore garder quelques caractéristiques. Et si vous avez la chance d'avoir des stone lines, c'est-à-dire des anciennes veines de quartz qui sont généralement qui se fauchent, qui se collapsent et qui vont rester dans le développement du sol. Et très souvent, quand on commençait à échantillonner, si on rencontre un tel horizon, on disait qu'il s'agissait d'un transporteur de sol, alors qu'il s'agissait d'une veine de quartz qui, lui, étant plus dur à résister à l'altération. Voilà. Et généralement, maintenant, vous aurez ces fragments-là seront anguleux. Voilà. Et vous avez un régime, ça c'est généralement dans les régimes résiduels que vous avez ce type je pense que Yann pourra y revenir dans détail lors de prochaines séances. Et vous avez les régimes érosionnels. Là, généralement, vous avez un sol qui est squelettique, un sol qui n'est pas assez développé, qui n'est pas assez développé. Et généralement, vous avez la présence, n'est-ce pas, d'affleurement autour. Et quand même, vous échantillonnez, vous avez tendance à voir, c'est comme si vous étiez en train d'échantillonner la saprolite. Et dans ces genres de sol, une anomalie doit être considérée et voilà, doit être vraiment très, très bien considéré parce qu'il peut donner beaucoup d'informations. C'est pratiquement ce que nous avons au gisement qui a donné 3 millions, 13 millions, tout ça, bien que c'est les résiduels, mais pratiquement c'est ça que nous avons dans les érosionnels, et surtout dans le comment dirais-je, dans le pente, et où vous avez un sol qui n'est pas assez développé, entouré avec beaucoup d'affleurements. Il n'y a pas de dispersion et une petite anomalie peut beaucoup dire. Et nous avons le régime dépositionnel. Là aussi, nous avons un caractéristique des dépôts qui sont liés à l'activité alluvionnaire. Voilà, c'est un charriage qui vient du bassin et ça, généralement, ça peut donner une information, mais qui peut être discutable, pas assez d'une grande valeur. Mais nous avons des dépositionnels sur le bas de colline, par exemple, qui peuvent nous renseigner sur ce qui est sur la colline. Et généralement, c'est dépositionnel. Et vous avez comme ça un sol qui est purement clastique. Vous avez des fragments de roches qui sont pratiquement dans la zone. Voilà, vous avez des fragments anguleux dans ces sols-là, mais ce sont des fragments de formations géologiques qui sont pratiquement dans la zone. La forme angulée témoigne d'une absence de transport importante, mais aussi la nature lithologique de ces fragments-là renseigne sur, qu'on peut le voir dans la zone, peuvent nous dire que nous voilà. Ce sont des choses qui ne viennent pas ici. Les valeurs sont anomaliques. Ça peut nous attirer notre attention d'aller un peu, c'est pas moi, en tenant compte de l'histoire géomorphologique de la zone, suivre notre anomalie un peu en amont. Voilà un peu juste un petit commentaire par rapport à la première partie. Je pense qu'il faut qu'on s'habitue à l'interprétation de ces images, des images satellites, mais aussi un peu si vous avez l'occasion d'avoir les images géophysiques, la radiométrie, c'est encore une très bonne chose. Mais aussi, finalement, s'exercer à s'habituer un peu, je pense que ça se bat pas beaucoup, à s'habituer un peu à la description de profils des rigolistes sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Didier. Didier Nzao, c'est la ligne de personnes ressources pour cet atelier. Et merci d'intervenir. Je crois que ça a été beaucoup plus clair. Et nous allons revenir à la préparation des échantillons. Et merci pour ton intervention, Didier. Merci. Ouais. Monsieur Yann. Ouais.
sur la partie préparation de l'échantillon, je pense que je vais faire intervenir également Babacar, qui a longtemps travaillé dans différentes régions dans le monde et qui connaît le dilemme parfois la discussion qui arrive généralement lorsqu'on prélève les échantillons, dont certains demandent est-ce qu'il faut tamiser l'échantillon? Parce que lorsque nous tamisons, nous réduisons la quantité de certains éléments comme la poussière des éoliens, nous réduisons les différents quartz veines qui généralement donnent une dispersion grande dans la zone. Donc, nous les réduisons en tamisant et parfois, par après, il y a un processus lors de l'analyse, parce que les analyses à digestion, c'est-à-dire on va dissoudre toute la roche et la rendre liquide. Et ces processus demandent qu'on puisse concasser, sécher, broyer, tamiser jusqu'à aux environs de 75 microns. Et toutes ces étapes doivent faire en sorte qu'on puisse éviter au maximum la contamination. Babacar? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, Yann? Oui, on m'entend. Ouais. Bonjour Babacar et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup les gars. Pour vous introduire, Babacar est géologue à Barrick avec plus de 20 ans d'expérience dans les mining, exploration et MRM et ressources, bien sûr. Alors, Babacar, c'est l'une des personnes ressources comme Didier et il va essayer d'intervenir sur le point. Oui, bonjour les gars. Comme Yann l'a dit, et Trezen, lorsqu'il s'agit de méthodes d'échantillonnage au niveau du sol et des analyses qui vont suivre, Yann, tu peux retourner à ton flux. Tu as un diagramme qui est très bien. Remonte un peu. Voilà, exactement. Et à ce niveau, au niveau de la préparation des échantillons et jusqu'à l'analyse, donc la partie médiane qui est en bleu, comme Yann l'a introduit, ici, il faut faire très attention parce que la plupart du temps, quand on fait la géochimie sol, on se retrouve avec deux types d'or. Il y a l'or fin qu'on trouve dans l'échantillon, mais il peut se retrouver aussi qui connaît de l'or grossier. C'est là où c'est important ce qu'il a introduit de tamiser ou de ne pas tamiser. On en discutait la semaine dernière, je leur avais dit qu'il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui disent qu'il faut tamiser et l'autre école qui dit non, prends le tout venant, tout l'échantillon et va l'analyser. Ce qui se passe, c'est que tous les deux ont raison. Lorsque tu tamises, en réalité, tu t'intéresses qu'à la fraction fine de l'échantillon et donc tu t'attends à avoir de l'or fin qui est dispersé dans l'échantillon. Et dans ce cas, l'utilisation des méthodes digestives rapides avec 3 ou 4 acides ou 2 acides peuvent marcher, ou même l'arrosage avec une solution de cyanure. Ça peut marcher parce que là, tu es en train de juste mesurer l'or fin dans l'échantillon. Mais lorsque tu te retrouves comme sur le diagramme qu'il a montré auparavant dans l'étude d'orientation, où tu as testé du aquarigia, le Faya-AC aussi donnait à peu près le même profil que le aquarigia. En passant, le aquarigia en français, c'est l'orégal. C'est de la même famille que le bottle roll, c'est de la même famille aussi que l'échantillonnage ou les analyses qu'on fait avec les streams sédiments. En fait, ce que tu fais, c'est arroser ton échantillon avec voilà, le Blake, la méthode Blake. La méthode Blake, c'est le bulk leach extractable gold. C'est-à-dire, donc, on s'intéresse à l'or libre qu'on peut extraire par un processus de lixiviation en tas.
bulk leach extractable gold. Donc, le Aqua Regia, le Blake et souvent les bottle roll qu'on fait en labo sont de la même famille. Le Fire Assay, qui est la fusion plombeuse, et la gravimétrie et aussi une autre méthode qu'on appelle le screen Fire Assay sont de la même famille. Les méthodes Aqua Regia, Blake et l'arrosage d'état, ce sont des méthodes qualifiées de partielles. C'est-à-dire c'est des méthodes qui attaquent l'or libre dans l'échantillon, alors que tu peux avoir encore de l'or grossier dans l'échantillon que le Blake ou l'Aqua Regia ou le bottle roll ne pourra pas dissoudre complètement. Le Fire Assay est supposé nous faire atteindre l'échantillon la température de fusion de l'or, ce qui fait que tout or disponible dans l'échantillon sera mis en liquide et transformé dans la solution. La gravimétrie aussi est très bien pour analyser dans l'échantillon comment dirais-je, tout or supérieur à 75 microns. Retourne à l'autre diagramme. Ici, on peut voir déjà dans le Blake. Pardon, retourne sur l'autre diagramme. Pardon. Sur l'autre diapo. Là, on était tout à l'heure. Yeah. OK. Oui, ici. Et ici, vous verrez que au-delà de 500... Non, là où tu étais, Yann. OK, celui-là. Oui, oui. Ici, on voit que tous les quatre, presque à 500, sur l'axe des X, c'est quoi qui est ploté, Yann? Sur l'axe des X, c'est une profondeur ou... Non, c'est le résultat. Ouais. OK, Le vous résultat verrez sur que... l'axe des Y. Le résultat sur l'axe des Y. Ouais. Et sur X, c'est une profondeur ou c'est un profil? Un profil. OK. Bon, vous voyez que dès qu'on dépasse 500 sur notre profil, à peu près, la gravimétrie ne répond plus. C'est qu'on a affaire à de l'or fin. OK. Ce qui veut dire que là où il y a, par exemple, une veine qui donne un sol qui est résiduel avec de l'or qui est disponible, la gravimétrie va le voir. Ici, l'Aqua Regia donne de meilleurs résultats et de meilleures réponses. Ce qui veut dire que donc on a de l'or fin que l'Aqua Regia a pu dissoudre de l'échantillon. Le Fire Assay ici aussi a donné presque les mêmes résultats que l'Aqua Regia, ce qui veut dire que cet or fin a pu fondre et être dissous dans le liquide. Le Blake, je ne suis pas sûr que la personne, vers la fin de la ligne, il a parlé de mistakes ou quoi. Ce ne sont pas des mistakes. Ici, il y a un souci de ce qu'on appelle le volume variance. OK. Échantillonner du sol avec une cuillère, avec une louche, avec un seau ou une bassine, tu auras des résultats différents. Et le Blake, les échantillons sont supérieurs à minimum 6 kg jusqu'à 25 kg des fois avec le Blake. Donc, on a juste un échantillon plus grand et on a la chance de trouver plus d'or ou moins dans cet échantillon. C'est ça l'avantage du Blake. Le Blake, tu le fais normalement dans un environnement où il y a beaucoup de transportés, beaucoup de sols transportés. Donc, voilà quoi, là, ce que je voulais ajouter sur ce diagramme. Donc, comme Yann a dit, au 13, adaptez votre méthode en fonction de votre terrain. Il n'y a pas une recette qui marche 100% partout. Donc, comme nous sommes des scientifiques, il faut qu'on arrête d'avoir une recette à appliquer partout, quoi. OK, next. OK, merci. Alors, on va continuer. On va
passer sur ces deux images. Elles sont tellement importantes. La détection limite, parce que là, nous sommes en train pratiquement de parler de nos analyses. Alors, la détection limite, c'est un facteur également important qui va vraiment aussi diriger le choix de nos analyses. Ici, pratiquement à droite, nous avons une image. C'est un gisement qu'on était en train de targeter, un gisement porphyritique de cuivre, dans lequel on a eu à faire des échantillons, on a eu à prendre des échantillons et on les a analysés avec le ICP-AS, dont la détection limite est de 5 ppm. Lorsque nous avons eu les résultats, on a eu pratiquement à générer le background, parce que quand vous avez une famille de résultats, vous commencez par générer le background et ressortir les anomalies. Et lorsqu'on ressort les anomalies, tellement que la détection limite est élevée, le background également prendra des valeurs élevées, d'où très peu d'anomalies sont ressorties dans cette zone, pratiquement juste ici. Alors que lorsqu'on l'a analysé avec le ICP-MS, qui est une méthode toujours de spectrométrie de masse à plasma et qui a une détection limite plus faible de 0,01 ppm. Ce qui a permis que toutes les valeurs, tous les échantillons qu'on n'a pas eu à voir ici, leurs valeurs sont ressorties, d'où le background a été modifié. Si vous voyez ici, la rangée en termes des anomalies est différente de celle ici, parce qu'ici, la détection limite est élevée, d'où les anomalies ressortent difficilement, alors qu'ici, la détection limite est faible, d'où on voit clairement comment est-ce que nous avons ces anomalies. Alors, par exemple, ici, c'est un gisement qui a été découvert après 3 entreprises, après que 3 entreprises aient passé sur la même zone. Ils ont juste refait les mêmes analyses, mais avec une autre méthode. D'où la notion d'anomalie est vraiment, vraiment tributaire aux analyses que vous allez faire ou faire faire à vos échantillons. Il est très important de toujours adapter vos échantillons vos analyses en fonction de votre terrain, en fonction de votre rigolith. Auparavant, on a parlé du rigolith, on a parlé du facteur climat et autres, des facteurs du rigolith. Et maintenant, nous parlons de méthode d'échantillonnage, on a parlé de la profondeur qui pouvait impacter. Et là, on parle des analyses de la détection limite qui va impacter. Or, le problème aussi de la détection limite est que plus vous allez dans des analyses qui ont une détection limite élevée, plus le coût opératoire de votre exploration augmentera. Donc, une étude d'orientation vraiment sera capitale pour savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire le choix d'une analyse plus onéreuse, alors qu'une autre analyse peut donner le même résultat. Donc, c'est très important. Ici, on montre pratiquement sur les différentes méthodes, comme Babacar est en train d'expliquer, la méthode à fusion, pratiquement le fire assay, comme on le disait, est ici. Et chaque méthode aura une spécificité, aura des éléments qui ne seront pas dissoudre. Pratiquement, on augmentera la température. Le fire assay vraiment est aux alentours de 1000-1100 degrés Celsius, où plusieurs éléments sont pratiquement dissous. Et ici également, c'est pratiquement, ce graphique montre chaque élément, comment est-ce qu'il réagira en fonction de l'analyse. Par exemple, ici, pour les Aquaregia, on aura une détection faible avec le tungstène, tandis que le fort acide sera plus élevé. Donc, il faut savoir quel est l'élément que vous êtes en train de chercher et comment vous allez l'analyser. Et ce graphique aussi montre comment, au fur et à mesure que nous augmentons ou nous changeons notre méthode, comment est-ce que la détection limite également va augmenter. La méthode de fusion, comme le disait Babacar, elle permet vraiment de pouvoir dissoudre toute la roche.
Et même avec la méthode de fusion, quel instrument vous allez utiliser? Parce que si vous utilisez les ICP-S, si vous utilisez les ICP-MS, les instruments également sont différents. Donc, il faut savoir également quel instrument vous allez utiliser et comment est-ce qu'elle va impacter la meilleure méthode, la méthode la plus complète ou à 90% complète. C'est celle-ci où vous allez utiliser les XCRF pour les éléments majeurs et vous allez utiliser l'instrument Laser Ablation ICP-MS pour les éléments traces et les terres rares. Donc, il est important à chaque géologue d'également intégrer cet aspect de rigolite et d'analyse. Alors, comme synthèse, il est important d'évaluer votre terrain, comment est-ce que votre terrain fonctionne, quel est le rigolite, quel est le régime de rigolite dominant à chaque échantillon. Également, lorsque vous allez traiter en termes d'anomalies, vous allez les traiter de manière différente pour chaque échantillon. La taille de votre gisement, est-ce que vous êtes en train de chercher des gisements qui sont associés à des failles, c'est-à-dire qu'elles seront un peu contraintes, ou vous êtes en train de chercher des gisements qui sont associés à une dissémination plus large, à des quartz veines? C'est en fonction de ça que vous allez adapter votre méthode d'échantillonnage et votre méthode d'analyse. Utilisez la 2 dimensions avec les cartes, utilisez la 3 dimensions avec la topographie et utilisez également la 4e dimension qui est le temps. Comment est-ce que ce processus a évolué jusqu'à donner le relief ou le rigolite qui est en face de vous. Merci. OK, merci, M. Yann. Merci pour cet exposé. Et je crois que s'il y a des questions, vous pouvez commencer à les poser. Et j'aimerais juste rappeler, dans la plupart des fois, lorsqu'on parle de géochimie chez nous, surtout quand on était encore à l'université, on parlait de géochimie sol, c'était aller juste ramasser les échantillons, collecter des échantillons et puis vous les envoyer au labo. Et même au début de notre carrière dans certaines compagnies ou certains, on a eu à faire des choses comme ça, des campagnes sol. Vous allez, on vous envoie qu'il y a une campagne, vous allez vous ramasser des échantillons et vous collectez, puis bon, l'entrepreneur lui-même, l'entrepreneur, il va s'en charger même d'envoyer au labo et puis vous aurez des résultats peut-être que vous n'allez même pas interpréter. Avec cette formation d'aujourd'hui, on comprend que c'est quelque chose d'important d'abord de commencer par comprendre chaque étape. Où sommes-nous? Où devons-nous aller? Par où commencer? D'abord, nous avons commencé par présenter d'une manière globale au début la géochimie, le sol, à quoi ça consistait. Et puis, on a fait intégrer des notions des rigoliphes qui, jusqu'à présent, ne sont pas encore d'une certaine façon intégrées dans l'académie comme discipline. Et puis, après, on a essayé de continuer en abordant sur les méthodes d'échantillonnage et puis les méthodes à utiliser au laboratoire. C'est quelque chose, la logique qu'on a suivie, c'est pratiquement une logique normale qui se suit. On doit savoir dans quelle région allons-nous échantillonner, comment faire l'échantillonnage et de quelle manière procéder. Et c'est toute une logique. Alors, on va à présent continuer avec cette même logique pour essayer de comprendre lorsque nous avons parlé de notre rigoliphe, des milliers où nous allons travailler. Nous sommes allés échantillonner. Maintenant, la fiabilité que nous avons de nos données, comment on peut connaître que ces données, que les résultats que nous aurons au labo sont fiables ou pas, comment conserver ces données, comment procéder. C'est là où nous allons avancer et c'est la partie qui va suivre et qui sera présentée par Angèle Blondo, qui est géologue aussi et va toucher ces aspects sur
la notion de base de données et puis de QAQC ici. Et elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée par Phil Smith, le Zolo. Et puis, il y aura, il a fait depuis le début de cette formation. Alors, Angèle, merci de te joindre à nous. Et puis, vous avez la parole. Vous avez un problème de son, Angèle Phil Smith. Vous pouvez... Attendez. OK, maintenant ça passe. Vous nous écoutez? Oui. Non, vous m'écoutez, mais pas encore, Angèle. Attendez, on cherche à... Voilà. Désolé. C'est Ouais, bon. Et là, vous nous écoutez. OK. Parce que vous pouvez aussi voir le slide. Encore. Pas encore. Attendez. Pendant ce temps-là, je vais essayer de lire quelques questions dans le chat. Alors, il y a une question de... Il y a une question de Jojo, je crois. Alors, Jojo demande ceci, M. Yann, et Berigoli, dans ce contexte, peut également intégrer la géochimie des termitières. Quel rapport de dispersion nous pouvons faire entre termitières et échantillons de sol au sens propre? OK. Alors, normalement, lorsque nous faisons l'exploration géochimique, nous avons plusieurs outils, plusieurs aspects que nous pouvons prendre en compte, tels que aujourd'hui, c'était spécifiquement pour le sol, mais on peut faire également pour les termitières. Si l'Assemblée est intéressée, on pourra développer les autres méthodes, parce que c'est également les autres approches qui peuvent permettre de faire une reconnaissance géochimique avec les termitières. Parce que les termitières vont également influencer sur les algorithmes, vu qu'ils partent généralement puiser le sol qui est enfoui et le ramener à la surface. Et ceci fait en sorte que lorsque nous échantillonnons, on peut savoir exactement l'anomalie qui pourrait être probablement dans la zone sous le sol ou sous le profil pédolithique un peu, quoi. Et cette méthode est généralement très, très appréciée au niveau de l'Afrique de l'Ouest où ils ont beaucoup de zones latéritiques qui bloquent pratiquement la surface de l'anomalie ou la dispersion. Et en échantillonnant les termitières, ils peuvent avoir une idée sur ce qui se passe sous le cuirasse latéritique. Je vais continuer avec la dernière question. Je ne sais pas si Babacar est toujours là ou encore Didier, s'ils peuvent intervenir, s'ils pensent, ils peuvent le faire. Alors, la question est celle-ci. Est-il possible, à partir des analyses des éléments lourds et des rares éléments, des terres rares, de parvenir à la caractérisation d'un environnement ou simplement les analyses des rares éléments permet de compléter celle des éléments lourds? Je ne sais pas si j'ai bien lu la question. Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question. En fait, lorsqu'il parle des éléments lourds, il fait allusion aux oxydes ou il fait allusion... Les éléments majeurs, je crois. Alors, s'il fait allusion aux éléments majeurs, c'est-à-dire nous aurons besoin de tous ces éléments, tout ce qu'on peut avoir comme information est importante. Les éléments, généralement, les éléments majeurs ou les éléments, voilà, pour les éléments majeurs, ils sont généralement très mobiles, à part l'aluminium et le fer qui est mobile en fonction du degré d'oxydation. Mais la plupart d'entre eux sont généralement très mobiles, ce qui fait en sorte que lorsque nous avons une altération supergène, généralement, ils mouvent. Et en fonction du pH, vous aurez même le fer qui va changer son degré d'oxydation et
et qui va évoluer dans le rigolith. Alors que les éléments, les rare earth elements, ils ne sont pas tous, mais il y a certains qui sont très, très peu mobiles. Que ce soit même les éléments en trace. Les éléments en trace, il y a certains qui sont très peu mobiles, comme le tungstène et le zirconium. Ce sont des éléments qui sont très peu mobiles, d'où on les retrouvera, par exemple, on les retrouvera de préférentiel dans certaines zones rigolithiques, comme dans les régimes résiduels, alors que les éléments majeurs, on les retrouvera dans certains régimes plus prononcés. Voilà pourquoi même en termes de radiométrie, vous voyez que l'érosionnel est généralement caractérisé avec le potassium. Le potassium qui fait partie des éléments majeurs. Merci, M. Yann. Je crois qu'on va passer à la partie suivante sur la base de données. Trézen, juste ajouter à la suite de ce que Yann a dit, effectivement, quand vous faites la géochimie, il y a deux branches. Soit tu recherches directement l'élément qui t'intéresse, ou bien tu recherches les éléments accompagnateurs. Et ces éléments accompagnateurs aussi auront deux comportements. Donc, comme il a dit, soit ils sont résiduels, ils ne bougent pas trop, ou ils seront mobiles. Voilà quoi. Et il y a une méthode très développée en Australie qu'on appelle MMI, le mobile, je crois que c'est MMI, Trézen. Oui, mobile metal ion ou des trucs comme ça, ça fait tellement loin dans ma tête. Et effectivement, tu peux soit faire ce qu'on appelle des mesures directes sur l'élément recherché ou faire une étude indirecte en passant par les accompagnateurs. Mais là, il faudrait, pendant l'étude d'orientation, travailler beaucoup plus sur l'aspect paragénèse. Voilà quoi. Les paragénèses seront différentes. Voilà, d'un coin à un autre. Voilà, merci beaucoup. OK. Merci, Babacar. OK. Angèle, Phil Smith, OK. on peut commencer. OK. Salut à tous. Nous continuons notre session. OK. On a dit d'enlever le masque. OK. Mon nom, c'est Phil Smith. Je pense que vous me connaissez déjà. Nous allons un peu aborder brièvement le sujet sur la base des données et le QQC. Alors aujourd'hui, nous avons Angèle Dondo, Angèle Anne, qui est géologue licencié à l'Université de Kinshasa, et puis il est géologue d'exploration chez Barrick Gold. Il va nous présenter sur la base des données et les QQC. Okay. Angèle, dès que tu es prête, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour Phil Smith. Merci de m'avoir accordé la parole. OK. En fait, on va juste parler brièvement. C'est pour compléter juste la partie que M. Yann vient d'aborder. Il a parlé des méthodes géochimiques, tout ce qu'on a suivi, les procédés pour l'échantillonnage, l'expédition des données au laboratoire. Et tout ce qu'on peut faire de toutes ces données-là, c'est ce qu'on va essayer d'aborder. On va essayer de voir, après avoir fait tous les travaux, le terrain, avec différentes méthodes, comment on doit stocker ces données-là et qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre les données un peu plus utilisables, donc fiables. C'est cette partie-là qui va parler donc de la gestion des données, du stockage jusqu'aux analyses. On va donc parler de la base des données. On va brièvement définir une base de données. On va parler de son utilité. On va parler de son fonctionnement, de sa gestion et de comment on peut analyser les données statistiques qu'on peut obtenir à partir des échantillons qu'on a expédiés au laboratoire. Sans plus tarder, on passe S'excuse un peu.
C'est une technique. Smith, la connexion aussi pose problème. Oui, ça va. Vous m'écoutez? OK, Vous allez-y. m'écoutez? Allez-y. En des termes simples, on va tout simplement dire que la base de données, c'est un lieu de stockage de données structurées d'une certaine activité, dépendant d'un domaine à un autre. On peut être dans un domaine géoscientifique, comme je pense la majorité d'entre nous, nous sommes géoscientifiques. Ça peut être dans un autre domaine médical, un domaine des télécommunications. En fait, ça dépend juste du type d'activité qu'on organise. Et les stockages ou les modalités de stockage peuvent changer d'un domaine à un autre, d'un type d'activité à un autre aussi. Et ces données peuvent être structurées d'une certaine manière, donc organisées, on donne un sens, une structure aux données qu'on a, on les range sous forme de fichiers qu'on peut avoir. Ça dépend des objectifs, ça dépend des résultats qu'on veut obtenir. En fait, s'il faut parler de l'importance d'une base de données, ça c'est presque résumé dans notre définition, c'est pour juste permettre, après avoir collecté toutes les données, par exemple, comme on vient de parler de la géochimie, il faudra mettre ces données-là à la disposition des utilisateurs. Et ces données doivent être fiables, ces données doivent répondre aux normes, ces données doivent être utilisables à l'aide d'un logiciel, par exemple, des différents logiciels, suivant le domaine d'études, en fait. C'est ça l'importance d'une base de données. Quand les données ne sont pas structurées, quand les données ne sont pas bien ordonnées, on aura du mal à les utiliser. Quant au fonctionnement d'une base de données, on peut avoir les données, et si on ne sait pas les gérer, on ne sait pas comment la base de données fonctionne, on aura du mal à les utiliser. Comme je viens de le dire tantôt, les données sont stockées sous forme de fichiers qu'on peut faire. Ça peut être des fichiers Excel, ça peut être une base de données SQL Access. Ça dépend d'une structure à une autre, d'une société à une autre, d'un groupe à un autre. Et ça peut être stocké dans un serveur, dans un disque dur, même dans un téléphone. En fait, tout ce qu'on a dans nos téléphones, c'est aussi une forme de base de données. Quand on enregistre déjà, par exemple, le numéro d'une personne, son adresse mail, son numéro de téléphone, c'est une base de données qu'on constitue déjà de cette personne-là. Okay. Et ces données-là, par exemple, dans une société, une grande organisation, sont gérées par une équipe. Ça peut être une équipe, ça peut aussi être une personne qu'on appelle un gestionnaire de base de données. Et cette personne-là est habilitée à garder cet environnement, conserver l'environnement sain autour de la base de données, faire en sorte que les données ne puissent pas perdre leur fiabilité, leur utilisation un peu plus facile et aisée. La personne va se charger de la conception de la base de données, son implémentation, ainsi la maintenance de tout ce qu'il y a autour de la base de données. Le manager ou le gestionnaire de la base de données va conférer aux utilisateurs certaines autorisations liées à la base de données. Certaines personnes peuvent juste avoir l'autorisation de lire tout simplement les données qui sont déjà mises dans la base de données. D'autres, par contre, peuvent avoir les autorisations de modifier, voire même de supprimer certaines données. En fait, c'est juste pour sécuriser les données. Le gestionnaire de la base de données peut déterminer qui peut avoir telle autorisation, qui peut juste se limiter à une autorisation de lecture ou une autorisation d'édition. C'est juste pour sécuriser les données. Et les extensions d'une base de données, on peut conserver les données à petite échelle comme aussi à grande échelle. On peut stocker ces données juste dans son ordinateur. Ça peut constituer une base de données. On peut mettre les données dans un serveur qui peut même être utilisé par des personnes situées à des endroits très différents, même à des endroits très lointains. Quelqu'un peut être dans une ville, une personne dans une autre,
Mais s'ils ont une base de données qui peut les relier, ils peuvent utiliser les mêmes données au même moment. En fait, ça, c'est du côté fonctionnement. On va essayer un peu d'insister, dire un mot sur la base de données qui peut avoir un caractère purement géologique. Yann nous a parlé de données géochimiques, précisément des données qu'on peut avoir après une campagne de sol, par exemple. On peut avoir des données venant d'une cartographie régionale, en fait des données de surface, des données de subsurface, on peut avoir à l'aide des tranchées, des puits, on peut avoir des données provenant des OGA, en fait des différents types de travaux techniques. On peut aussi avoir des données provenant des sondages, des forages. On peut aussi avoir des données géophysiques, donc des données qu'on obtient à l'aide des méthodes géophysiques, la télédétection et toutes les autres méthodes qui peuvent permettre d'avoir toutes les données. Et toutes ces données sont récoltées et mises ensemble. On vient de le dire au départ, quand on parlait de la définition de la base de données, que les données peuvent être de nature différente, mais aussi ça peut être relié entre elles. Par exemple, on peut continuer une étude partant des données sol, mais on les lie à des données qu'on a à partir des sondages de la même zone. C'est pourquoi on dit que ces données peuvent être liées entre elles. C'est complété en fait. On peut partir des données de surface aux données de profondeur. OK. Sorry, Angèle. Je ne sais pas, pratiquement, je ne sais pas si tu pourras bien nous expliquer. Ouais. Supposons si je suis en train de faire le terrain, nous récoltons les données. Où est-ce que je peux commencer à stocker mes données? Il y aura déjà le gestionnaire de base de données qui va créer soit un logiciel ou bien, je ne sais pas, un format Excel dans lequel nous allons mettre les données, ou bien comment est-ce que ça se fait pratiquement? En fait, cela dépend, comme je viens de dire, d'une organisation à une autre. Il y a des personnes qui ont des formats Excel déjà conçus. En fait, ils savent que pour nos données de cartographie, nous utilisons tel fichier Excel, par exemple. Ils donnent aux collecteurs de données. Les gestionnaires donnent ces formats-là aux collecteurs de données pour que ça soit compatible avec la base de données. Parce que si la personne qui va sur terrain, qui récolte les données, n'utilise pas exactement le format de fichier qui a été utilisé pour la conception de la base de données, pour venir mettre maintenant les données dans ces serveurs de stockage-là, ça ne sera pas, en fait, ça ne va pas s'emboîter, ça ne sera pas compatible. Et la base de données va rejeter les données qui ne correspondent pas au fichier de la conception de la base de données. OK, ça va. Et toutes ces données-là sont traitées à plusieurs étapes. Lorsque déjà on collecte les données sur terrain, on commence à faire les clics ici, en réalité. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le dire dans le premier module, quand vous déterminez par exemple votre profondeur d'échantillonnage, vous dites, OK, on va échantillonner de 10 à 20 cm pour le premier échantillon et de 20 à 40 cm pour le deuxième échantillon. Le respect déjà de cette procédure-là, c'est le début même du clic ici. Parce que si vous ne respectez pas déjà la procédure, la méthodologie de l'échantillonnage, la méthodologie même de la cartographie, vous êtes déjà en train de biaiser votre base de données et votre clic ici sera biaisé. On va voir ça dans les lignes qui suivent. Comment les données peuvent être biaisées, comment aussi ça peut répondre au clic ici. Angèle, si tu permets, on peut avoir un commentaire d'une des personnes ressources de cette formation. Il s'agit de Patient Kananou, qui a œuvré longtemps dans la base de données à Kiba Legal Mind. Patient, vous avez la parole pour votre commentaire. Oui, bonsoir Ange. Bonsoir, Patient. Je suis très content de
de la tournure que nous sommes en train de prendre ces derniers temps. Félicitations, Yann. OK. En fait, merci. Ce que je voudrais parler par rapport à la base de données, hein, je vais un peu coupler avec ce que Phil Smith voulait dire. Phil Smith. Phil Smith, OK. En fait, c'est une plateforme mobile dynamique, en fait. Là où on met les informations et on les utilise. C'est différent d'une banque de données où on amène les informations, on les garde. Et comme tu étais en train de dire, le plus précis qu'on est, c'est le mieux qu'on traite les données. Il y a une très bonne dose de logique. Logique, vraiment logique au dedans dans la classe, dans cette histoire. Puisque à la minute où on ne respecte pas une virgule ou un point à la place où il devrait se trouver, les informations sont biaisées. Et dans ce sens, quand on commence une campagne des soul sampling, des géochimie au début d'une entreprise, comme Phil Smith le disait, conserver les informations sur les tableurs Excel, c'est une bonne chose, parce que là-bas, on peut facilement le prendre pour le mettre sur ArcGIS ou bien sur un autre logiciel de GeoCom ou bien de Micromine. Mais par rapport à ce que nous devons faire à l'avenir, on suggérait toujours que lorsqu'on commence ces travaux, qu'on puisse avoir un peu de notion, si pas soi-même comme géologue, on s'approche de quelqu'un qui aurait des notions dans la manipulation des MS, ou c'est des trucs Access, Excel. Parce que autant de tableurs Excel que tu auras, ça pourra t'embrouiller un moment. Mais quand tu as un tableur qui est connecté, qui sont interconnectés à partir de Excel ou bien de SQL, qui sont des logiciels plus ou moins gratuits, je peux le dire, hein. Et là, on pourrait bien manipuler les données au même moment. Contrairement à des données tableur Excel, quand je suis sur la page Excel, Yann va utiliser la même page. Quand il va travailler, ça va lui demander d'enregistrer que lorsque moi j'aurai terminé. On ne peut pas travailler sur la même page au même moment. Mais ayant l'interconnexion sur SQL avec une interface de Access, ça nous aide plus facilement à traiter et à manipuler les données sous un réseau. Puisque c'est parmi les objectifs de créer une base de données. Avoir la possibilité de les manipuler n'importe quand et par autant de personnes au même moment. Okay. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Patient. Il y a une question, je crois. Une question. Oui. Avant de continuer, si on peut répondre à la question. Parlant de la gestion de la base de données, à quel niveau de qualité contrôle se présente à quel niveau les qualités contrôle se présentent être importantes? Intervient-il depuis la collecte des données échantillonnage et quel risque peut survenir s'il est exécuté juste au niveau du traitement des données? Je crois que ça ne devrait pas intervenir à la fin quand vous allez présenter cette question. Oui, ça c'est après. OK. On va répondre à cette question et puis vous pouvez poursuivre avec la présentation. OK. Monsieur, tu peux continuer? D'accord. Oui, en fait, je pense que la personne qui a posé la question
pourra trouver la réponse dans ce qu'on va dire dans quelques minutes. Au cas où la personne n'est pas satisfaite, on va peut-être apporter encore beaucoup plus d'éléments. Ok. On va essayer un peu par rapport à tout ce qu'on a dit, synthétiser à l'aide de ces slides les étapes en fait. C'est sûrement ces slides qui vont répondre d'ailleurs à cette question-là. Il y en a parlé de la planification, par exemple, de l'échantillonnage. Quand on planifie une campagne d'échantillonnage, il y a des normes qu'on se fixe, notamment la maille d'échantillonnage, profondeur d'échantillonnage. Et le respect déjà de cette procédure-là, c'est le début même du qui est ici. En fait, on commence déjà à faire des contrôles de la qualité même des données, quand on respecte déjà les prérequis. C'est comme vient de le dire patient, plus on est rigoureux envers soi-même dès le début de la collecte des données, moins on aura des problèmes lors du traitement des données. Ouais. Ça commence déjà dès le début, dès le départ, lorsqu'on commence, même par la planification de votre campagne. On doit être rigoureux, on doit respecter toute la procédure. La prise, par exemple, de coordonnées géographiques, ça peut paraître simple lorsque les gens font, par exemple, l'échantillonnage sol, les prélèvements des échantillons point après point. Mais quand, par exemple, la personne qui a pris les coordonnées géographiques, en venant peut-être les mettre sur sa feuille Excel, au lieu de les exporter directement avec son GPS, commence à les saisir manuellement. Il peut juste commettre une erreur avec les chiffres, par exemple, la longitude ou la latitude, et les points vont se retrouver ailleurs. C'est déjà un problème avec la base de données. Donc, on peut facilement déplacer une information. Un point de WhatsApp peut aller se retrouver à Kisangani parce que les coordonnées sont mal saisies ou sont mal entrées dans la base de données. Et ici commence déjà avec les préliminaires, les premiers points, les premiers pas qu'on est en train de faire dans son travail. Et lorsqu'on échantillonne, oui, il y a encore des procédures pour chaque compagnie, par exemple, pour chaque société. Il y a des sociétés, par exemple, qui vous disent, OK, je vais prendre un peu quelque chose qui englobe tout le monde. On ne peut pas mélanger, par exemple, les deux lithologies différentes pris comme un même échantillon. En fait, ça, c'est déjà biaisé les informations parce qu'on ne saura pas peut-être traiter ces informations-là pour dire si on a une minéralisation, par exemple, c'est lié, par exemple, à quelle lithologie. En fait, c'est ça le qui est ici. Ça commence déjà sur le terrain. On n'attend pas seulement les résultats des labos pour commencer le qui est ici. C'est pourquoi on parle de la partie 1 même du qui est ici. Donc, l'échantillonnage fait déjà partie du qui est ici. Le respect de la procédure d'échantillonnage qui peut varier d'un groupe à un autre, d'une société à une autre, fait partie de la première partie même du qui est ici. Et quand on a ces échantillons, on a fait l'échantillonnage, par exemple, d'une grande campagne seule. La première des choses, c'est la quantité, combien d'échantillons on a. Ça, c'est aussi le qui est ici, parce que si on ne connaît pas le nombre de ces échantillons, on aura des difficultés pour faire l'analyse statistique de ces échantillons, de ces résultats qu'on va obtenir du laboratoire. Et lorsqu'on connaît le nombre, on commence maintenant à préparer ces échantillons pour les expédier au laboratoire. On passe à cette étape ici. Et pendant la préparation, déjà, si je peux revenir un peu lors de la prise d'échantillon, on commence déjà à mettre des éléments de contrôle. Parce qu'on sait qu'on va faire une étude de contrôle plus tard, qui est ici. On doit insérer quelques éléments de contrôle à deux niveaux. Il y a des éléments de contrôle qu'on insère sur terrain pour vérifier la qualité de travail que vous-même avez effectué sur le terrain. C'est ce qu'on appelle généralement les duplicates ou les doublons des échantillons. Donc, à certains points, suivant une maille que vous êtes donnée par rapport à votre procédure d'échantillonnage, vous prélevez deux échantillons au même endroit. Par exemple, pour une campagne seule, il y a des gens qui prennent un échantillon, qui font l'écartage pour faire les duplicates ou les doublons du premier échantillon. Il y a d'autres personnes, par contre, qui préfèrent prendre les deux échantillons sur la même trace d'échantillonnage. En fait, ça diffère juste d'une procédure à une autre. Et
Lors de la préparation maintenant des échantillons, vous allez insérer d'autres éléments de contrôle, principalement deux types d'éléments de contrôle. Des standards qu'on appelle les standards généralement et les blanks. En fait, c'est des matériaux qui ont été déjà analysés et pour lesquels on connaît déjà les ténèbres en l'élément qu'on est en train de rechercher dans les échantillons. Par exemple, si on fait une prospection ou recherche de l'or, on va utiliser des standards contenant une teneur en or déjà connue en fait. On les a déjà analysés dans différents laboratoires avec une marge des standards de déviation de ces teneurs-là. Et puis, vous les insérez par rapport aux valeurs que vous espérez avoir. Okay. Par exemple. Je voulais juste éclaircir, ou bien si vous pouvez donner un peu d'éclaircissement. Là, lorsqu'on parle des éléments de contrôle, nous sommes déjà à la possession des résultats après analyse. N'est-ce pas? Pas encore. Pas encore. Pas encore. OK. Là, c'est avant même l'expédition des échantillons. En fait, vous êtes en train d'insérer les éléments de contrôle. Donc, vous insérez les éléments de contrôle pendant l'échantillonnage. Après l'échantillonnage, c'est ce qu'on appelle généralement les prélabs. En fait, avant les laboratoires. Parce que quand vous avez récolté vos échantillons, vous les préparez en fait avant de les envoyer au laboratoire. Okay. Vous connaissez les nombres exacts. Vous insérez les éléments de contrôle avant que ça parte au laboratoire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les éléments de contrôle, spécifiques, expliquez un peu les éléments de contrôle. Nous avons combien d'éléments de contrôle qu'on peut mettre dans notre... OK. C'est comme je vais le dire, principalement, on a 3 éléments de contrôle. Ça peut différer par rapport aux objectifs qu'on va avoir. On a des duplicates, donc un élément de contrôle principalement qu'on prend sur terrain, les duplicates. En fait, les doublons, en fait, on prend 2 échantillons au même endroit, suivant les intervalles qu'on s'est fixés dans la procédure d'échantillonnage. Et on a les standards et les blancs qui sont 2 autres éléments de contrôle, des matériaux déjà certifiés qu'on achète, en fait, la compagnie achète, et on les insère suivant aussi des intervalles qu'on se fixe. Je pense qu'on en parlera encore. Oui, on va voir des exemples. Ça sera un peu plus clair, je pense. Ouais, et après avoir préparé les échantillons, on les soumet maintenant au laboratoire. Et il y a généralement, le laboratoire met à la disposition des gens qui veulent envoyer ces échantillons un formulaire, un format de formulaire déjà connu. Vous remplissez, en tout cas, tout ce qui est plus important, c'est le nombre d'échantillons que vous avez. Les échantillons que vous mettez, le nombre d'échantillons que vous mettez sur la fiche doit être le même que les échantillons physiques que les laboratoires vont avoir. Sinon, le laboratoire, à son tour, quand il va recevoir les échantillons, s'il y a un manque d'échantillons ou il y a surplus d'échantillons, il va revenir vers vous pour dire, OK, vous avez écrit que vous avez envoyé 200 échantillons, mais nous constatons que nous avons 205 ou nous avons 195. Où sont passés les 5 échantillons ou pourquoi il y a surplus de 5 échantillons. C'est aussi l'équipe ici. Être précis dans ce qu'on envoie au labo. C'est toute une procédure. C'est ce qu'on dit, la partie 2. Et la troisième partie, c'est lorsque on peut passer. Vous passez? Oui, ça, c'est ce qu'on vient de dire tantôt. On a des échantillons de doublons qu'on prend sur terrain. On a des échantillons normalisés qui ont déjà une teneur donnée. Ces éléments, on les met juste pour avoir l'exactitude de la détection qu'on aura au labo. En fait, il y a une marge que le labo ne doit pas dépasser si les analyses sont bien faites à leur niveau. Et aussi, pour les doublons qu'on prend sur terrain, il y a une marge, une fourchette que l'échantillon original ne peut pas dépasser par rapport à l'échantillon dupliqué et vice-versa. Ici, nous avons juste l'exemple de ces 2 photos pour voir lorsqu'on prépare les échantillons, on va les envoyer au labo. Ici, on a un échantillon qu'on a prélevé sur terrain, le deuxième échantillon ici en bas.
Et ça, c'est un élément de contrôle d'un standard, par exemple, qu'on a inséré. On attribue à ces standards-là un numéro d'échantillon conformément à votre numérotation que vous utilisez dans votre zone ou dans votre projet. OK. Soyez un peu pratique ici. Je pense que les éléments de contrôle sont des matériaux de référence certifiés. C'est synonyme. Les matériaux de référence certifiés, ce sont des éléments de contrôle, n'est-ce pas? Alors, tu peux parler à haute voix? Oui, supposons nous avons récolté 100 échantillons. Alors, comment est-ce que nous allons placer les éléments de contrôle? Supposons prenons une convention ou bien par rapport à une compagnie de... Supposons que vous êtes un manager, comment est-ce que vous allez placer vos éléments de contrôle avec 100 échantillons récoltés? Ouais, c'est comme je disais tantôt, ça dépend de votre procédure que vous fixez. Par exemple, vous pouvez dire, nous pensons que si nous mettons 20%, par exemple pour une société, là où je connais mieux, 20% pour une campagne de solde sur 100 échantillons, vous devez mettre 20% de chaque élément de contrôle. Donc, vous devez avoir 20% des 100 échantillons, pardon, 20% des standards. 20 échantillons. Dans 20 échantillons, vous avez des éléments de contrôle? Non. Sur 100 échantillons, vous devez avoir 20%. Vous devez insérer 20% des 100 échantillons des standards, 20% des blanks, 20% des difficultés. Maintenant, vous devez calculer par rapport au numéro que vous avez, où est-ce que vous devez le placer, parce que ça ne peut pas aussi se suivre directement, et le placer avec un intervalle que vous allez vous donner, mais que ça réponde juste à ces 20%. Il y a encore une question de Guylaine Silindula. Je voulais demander quel type de standard on doit réellement utiliser pour la qualité qui est ici. Quel type de standard on doit utiliser? Ça dépend d'abord de ce que vous recherchez. Les standards, si vous êtes en train de vous chercher l'or, vos échantillons seront soumis au labo pour analyser de l'or. Vous devez utiliser des standards contenant une teneur en or. Maintenant, pour les caler, vous devez, parce que quand un géologue, par exemple, est sur terrain, il peut prédire, ce qu'on dit expecter. Il peut dire, OK, je pense, par rapport aux observations que je viens de faire, avec les altérations que j'ai, la déformation que je vois, peut-être les sulfures qui sont disséminés sur cette roche que j'envoie au laboratoire, je peux avoir 5 grammes la tonne. Alors, je vais voir quel standard je vais mettre, parce que tu ne vas pas mettre un standard de 20 grammes la tonne, non. La teneur que tu expectes doit plus ou moins avoisiner la teneur de ton standard pour ne pas avoir un grand contraste quand tu auras des résultats entre les teneurs que tes standards vont donner et les résultats que tu vas obtenir réellement sur tes échantillons récoltés sur le terrain. Okay. Il y a encore une autre question apparemment. Est-ce que l'échantillon... Angèle, si tu peux continuer, on va prendre les questions à la fin, parce qu'on court déjà derrière les temps. On pourra prendre les... Ouais. Smith, Angèle, vous êtes là? Oui, ouais, un problème technique. D'accord, OK. Après avoir préparé les échantillons, les avoir soumis au laboratoire, s'il faut produire maintenant un rapport qui est ici, en fait, ça dépend d'une organisation à une autre. Il y a des gens qui font des rapports mensuels, d'autres personnes peuvent faire des rapports trimestriels, même hebdomadaires, pourquoi pas. On doit d'abord faire des statistiques de qu'est-ce qu'on avait envoyé au laboratoire avant de commencer son rapport d'équipe ici. En termes de nombre, combien d'échantillons on avait envoyé au laboratoire et parmi ces échantillons-là, quels sont les échantillons, on avait combien de standards par exemple. Ça, j'ai pris juste un exemple d'un travail qu'on avait effectué, un tableau synthétique d'une campagne. On a par exemple 17 standards, on avait inséré 17 blanks, on avait échantillonné 14 échantillons duplicates et vous calculez les pourcentages par rapport au total et
au sous-total, par exemple. Et en dehors des échantillons, des éléments de contrôle, vous devez aussi identifier ou soit catégoriser les autres échantillons. Ça provenait d'où? Vous ne devez pas mélanger, par exemple, vous ne devez pas faire l'équipe ici de vos lithos, en fait, de vos échantillons de roches, juste prélevés avec la cartographie régionale, et vous les mélangez avec, vous faites l'équipe ici ensemble avec des échantillons de trous de forage. C'est toujours mieux de les dissocier. Pourquoi? Parce que déjà, les méthodes d'échantillonnage ne sont pas les mêmes et généralement, on ne met pas les mêmes types d'éléments de contrôle. Parce que plus on va en profondeur, plus on a plus de confidence et on essaie aussi de miser sur la qualité et les teneurs des éléments de contrôle qu'on insère. OK. On va partir un peu avec des modèles parce que comme on ne saura pas détailler comment on peut faire tous les calculs des standards de déviation avec les types de standards qu'on peut avoir, ça doit demander toute une session pour expliquer toute la procédure. On va juste illustrer, montrer quelques cas qu'on a eu à obtenir avec les travaux antérieurs. Ici, on prend l'exemple de deux standards, deux types de standards différents qu'on a pu analyser. On voit clairement ici, on a notre légende. Les points en noir sont de teneurs qu'on a obtenus du rapport, par exemple, d'un laboratoire, les valeurs que les laboratoires nous ont données. Nous avons, les par résultats. exemple, les résultats, oui. Nous avons, par exemple, ce standard qui a la valeur expectée pour ce standard, c'est 0,87 ppm. Et après les calculs de tous les standards de déviation, on a les points dispersés entre les premier et deuxième, en fait, plus ou moins premier et deuxième standard de déviation. En fait, les points doivent être normalement entre les deux lignes extrêmes. Si on a des points en dehors de ça, là, on peut dire qu'il y a eu un problème. Et ces problèmes-là, il faut maintenant les situer. Est-ce que le problème est venu de la personne qui a préparé les échantillons avant de les expédier? C'est à quel niveau? La personne peut oublier. Il peut dire, OK, j'ai inséré sur son fichier, par exemple, Excel, qui l'a permis d'expédier les échantillons. Il enregistre qu'il a inséré Aureas 220, alors qu'en réalité, il a inséré un autre Aureas. Et quand lui va faire son kiek ici, il va prendre le numéro ou le code que lui avait écrit sur son fichier Excel. Et le labo va lui donner la teneur du standard qu'il avait réellement inséré. Et quand il va faire son diagramme, ça sera biaisé. Donc, il faut vraiment se rendre compte. C'est pourquoi d'ailleurs, on prend les photos. Avant que tu n'envoies les standards, tu prends d'abord la photo. C'est pour que quand il y a une grande différence et que tes résultats ne sont pas bons plutôt, tu vas maintenant te dire, OK, c'est peut-être l'erreur du labo ou c'était mon imprudence à moi qui j'avais peut-être commis une erreur dans l'insertion de mon standard. Ici, on peut clairement voir, par exemple, ce point qui est juste limite sur les -2 standards de déviation. C'est un peu le résultat qu'on peut avoir quand on fait une analyse. C'est tout un rapport qu'on peut faire et on interprète. Vous avez la dispersion de vos points et vous interprétez chaque fois, vous mettez un petit texte pour dire que les standards, la performance des standards était bonne à 50% bonne ou à 70%. Vous calculez par rapport à la population que vous avez de vos points. Ici, nous avons encore un autre exemple pour l'analyse de Blank. Nous voyons clairement, par exemple, ici, la dispersion des points est vraiment bonne. C'est entre les deux standards de déviation, mais on peut voir clairement ici, avec ces points, qu'il y a eu un problème. Donc, il y a un échantillon, un Blank qu'on a inséré, soit a été peut-être mal analysé au labo, ou soit la personne, il y a eu contamination lors de l'insertion ou lors même de la préparation, qui échoue carrément, qui passe au-dessus de la teneur de la barre limite. Ici, on a encore un autre exemple pour les duplicates. C'est comme on avait dit dans les lignes précédentes que la valeur ou les teneurs entre les échantillons originaux et les duplicates ne devraient pas dépasser la marge de plus ou moins 20%.
Et ce sont ces deux lignes rouges, plus ou moins rougeâtres. Je sais pas. Et ça, les points en rouge sont les résultats qu'on obtient du labo. Après corrélation, les points qui sont en dehors de ces limites échouent carrément. Et on peut conclure, on peut par exemple interpréter pour dire autant de pourcents de points ont marché et d'autres points sont sortis en dehors. C'est un peu comme ça qu'on procède pour faire un rapport de qui est ici. OK. Sans plus tarder, on va montrer juste sur Excel comment est-ce qu'on peut arriver à un travail de QQC. Attendez, share l'Excel sheet. Okay. Ouais, en fait, on part généralement d'un fichier Excel. On a les données qu'on a, par exemple, du terrain. On dit, OK, on a les sites, on a la personne responsable, on a les coordonnées X, Y, Z, on a les types et les numéros d'échantillons, on a les résultats venus du labo pour chaque échantillon. Comme les quais qui s'y portent sur les éléments de contrôle, tout ce qu'on fait, on va filtrer et on va commencer à analyser chaque type d'élément de contrôle séparément. On peut commencer par les dupliqués, par exemple. Ici, on avait juste pris, c'est pour juste illustrer, on a pris juste quelques duplicates. On prend les teneurs de ces duplicates. En fait, on prend chaque échantillon original avec son duplicate correspondant directement. Et on met la teneur de l'original, on met aussi la teneur du duplicate pour tous les duplicates. Et après avoir manipulé peut-être un logiciel ou un fichier Excel déjà conçu pour les rapports qui est ici, on obtient son diagramme et on l'interprète. On voit la dispersion des points et on voit qu'il y a des points peut-être qui ont échoué, tous les points ont bien marché. Par exemple, pour ces cas, comme vous pouvez voir, les points en bleu, c'est les résultats obtenus du laboratoire. On fait la même chose pour les blanks. On filtre tous les blanks qu'on a avec les différentes teneurs et on les traite peut-être sur Excel. On a les graphiques et on peut voir quel pourcentage. On peut même calculer les pourcentages parce que généralement, on reporte en termes de pourcentage. On peut dire, OK, 90% des blanks sont sur la limite normale ou sont passés sur la limite normale et 10% ont échoué. On fait la même chose pour les standards. On calcule toutes les déviations en fonction de la teneur du standard et de toutes les teneurs, de tous les standards de déviation. C'est en quelque sorte ça, en fait. On fait dans OK, merci Angèle, merci Phil Smith. Je crois qu'il y a des questions à répondre, mais je vais demander à Babacar d'intervenir et nous faire pratiquement la synthèse de cette partie. Et puis, on pourra peut-être essayer de répondre aux questions qui restaient. Babacar. Merci Trézen, merci Ange, merci Angèle ou merci Phil Smith, j'ai dit Will Smith. C'est une très bonne présentation, bravo à vous. Ça donne en tout cas une très bonne idée de ce qui nous attend en matière de base de données et de contrôle de qualité, assurance de la qualité. Ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'au niveau il y a un gestionnaire de base de données, mais le premier membre de l'équipe de contrôle de qualité de base de données est le géologue qui est sur le terrain. Comme Angèle l'a dit, la base de données et le QQC commencent sur le terrain au moment de la collecte des données. Les Anglais disent garbage in, garbage out. Donc, si tu prends une poubelle pour mettre sur ton lit, tu vas dormir dans la saleté. Donc, c'est très important qu'avant que même l'équipe n'aille sur le terrain, qu'il y ait des sessions de mise à niveau et aussi des sessions pour que dans n'importe quelle tâche qu'il fera, l'implication que ça aura sur les résultats. Au niveau des que j'ai brossé